Salut à toutes et à tous, bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Warzone, le podcast baseball universitaire américain, le tout en français bien entendu. Vous connaissez déjà la formule. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette fin d'année, hein. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année en général. Et à l'avance, je vous souhaite une bonne année 2024 et puis que tous vos projets se réalisent. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va clôturer un peu cette année 2023. Il faut le savoir, c'est qu'en même temps que je travaille sur ce podcast et que je sors ce podcast, je suis actuellement en train de travailler sur une grosse vidéo. Quand je dis grosse, c'est en termes notamment de durée. Donc je sais pas si ça va forcément plaire, mais ce que je vais faire avec cette vidéo, c'est que je vais la chapitrer. C'est-à-dire que lorsqu'elle sortira, vous aurez directement les chapitres, ce qui vous permettra au moins de naviguer en plus grande tranquillité. Puisque au moment où je parle, la vidéo que j'ai donc préparée, voilà, il me reste encore beaucoup de montage à faire, etc., mais la vidéo qui est en ce moment en préparation va durer entre 1h15 et 1h peut-être 30, ce qui est extrêmement long. Pour vous donner un ordre d'idée, pas forcément sur la longueur, mais sur le sujet, c'est un retour du sujet que j'avais évoqué, et dont j'avais fait une première vidéo il y a maintenant plusieurs mois. C'est un College Baseball Legends. Donc ce format en fait vous permet de suivre l'histoire d'une des facs les plus réputées en termes de college baseball. Et donc la prochaine vidéo arrive. Elle arrivera quand elle arrivera, hein. J'ai encore le montage à faire et puis j'ai pas mal d'occupations professionnelles qui me bloquent un peu, mais voilà, j'espère pouvoir la sortir d'ici le début du mois de janvier. Dans tous les cas, restez à l'écoute, restez dans les parages, ça devrait sortir bientôt. Avant de commencer, je vous rappelle bien sûr l'instant promo, hein. Vous retrouvez ce podcast et tous les épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, hein, vos plateformes d'écoute préférées, ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux, hein, X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, hein, en tant que réseau social également. J'espère que je n'oublie rien. C'est encore une fois une très longue intro, ouais, tout simplement. On va y aller sans plus tarder. C'est parti. Le premier sujet dont je voulais vous parler est quelque part un symbole d'une fin d'année, avec une sorte de rétrospective sur ce qu'il s'est passé. Et lorsque l'on parle de college baseball, forcément, l'une des choses que l'on va regarder, c'est non seulement le vainqueur, hein, du tournoi national, donc des College World Series, mais également son Most Outstanding Player. Ce trophée a une histoire particulière, dont je voudrais qu'on revienne dessus. Et également, on va pouvoir revenir sur des joueurs emblématiques, ou en tout cas des joueurs au gré du temps qui ont remporté cet award. Alors tout d'abord, pour rappeler un certain contexte, les College World Series ont commencé en 1947. Vous allez souvent m'en entendre parler, sachant que dans la vidéo que je spoil un peu, qui va arriver bientôt, là, College Baseball World Legend, c'est pas du tout le titre, hein. College Baseball Legends, à mon avis. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté World. Mais en tout cas, je rappelle encore une fois que voilà, ces fameux College World Series, donc ce titre national et ce système arrivent en 1947. Le premier vainqueur est d'ailleurs Cal, face à Yale, pour la petite histoire. À cette époque-là, on n'a pas encore la mise en place de tout ce qu'on connaît en termes de légendes autour du college baseball et notamment de ces College World Series. Par exemple, cette première itération en 1947 a lieu dans le Michigan, à Kalamazoo. Sachant que maintenant, on entend tout le temps et très souvent parler d'Omaha. Ça va arriver très vite pour la place qu'Omaha va prendre dans cette mise en place en fait des College World Series. Et une autre chose dont on va justement parler dans ce podcast, c'est qu'à cette époque-là, en 1947, il n'y a pas encore de trophée qui élit le meilleur joueur en fait, hein, de ces College World Series. Le fameux MOP qu'on va connaître, hein, à peine 2-3 ans plus tard. On va donc arriver en 1949, et cette année-là, Texas remporte le titre. Ça va être le premier titre d'ailleurs de Texas, le premier de leurs 6 titres, hein. Et
un joueur, Tom Hamilton, va remporter ce fameux trophée. Ça sera donc le premier joueur à récupérer ce trophée. Mais pour autant, on ne va pas forcément trouver que des vainqueurs des College World Series en tant que MOP. Le MOP va avant tout s'attarder sur les performances en fait d'un joueur durant ces College World Series avec un système de vote assez spécifique. Les journalistes en fait qui sont habilités donc à voter pour le meilleur joueur via ces College World Series vont commencer à mettre en place leur vote au match 2 des finales des College World Series, puisque vous le savez dans le nouveau système, le système le plus récent, le système on va dire moderne, la finale des College World Series se joue au meilleur des 3 matchs. Donc dès le match 2, on peut se retrouver avec une équipe qui remporte ses College World Series. C'est pourquoi, à partir du 5e inning de la 5e manche en fait de ce match 2, les médias ont le droit de voter et doivent voter. Ces votes en fait se terminent à la 8e manche de ce même match 2. Par contre, et là je vous vois venir, imaginons finalement il y a une égalité et on se retrouve au match 3. Eh bien ça sera tout simplement un système en mode rebelote. C'est-à-dire que les votes qui ont été mis ou qui ont été pris en compte au match 2 vont être en fait annulés et la même procédure va devoir être mise en place pour ce match 3, c'est-à-dire à la 5e manche du match 3, les journalistes habilités vont commencer à voter et la clôture des votes se fera à la 8e manche de ce même match 3. Donc comme je l'ai dit, on va retrouver des joueurs en fait qui ont gagné, d'autres joueurs qui n'ont pas forcément gagné le titre national, mais qui ont eu des performances assez exceptionnelles. Vous venez donc d'entendre de ma part le premier joueur qui a remporté en fait ce titre de MOP, ce trophée individuel, c'est donc Tom Hamilton. Et Tom Hamilton va quelque part lancer une sorte de tradition assez étrange, entre guillemets, c'est-à-dire que la plupart des MOP, ou en tout cas une grande partie des MOP, ne vont pas forcément montrer une belle carrière au niveau professionnel. On va par exemple avoir un seul joueur qui a été MOP, que l'on va retrouver au Hall of Fame de la MLB, au Hall of Fame donc du baseball professionnel américain, c'est Dave Winfield. Les connaisseurs d'histoire de la MLB connaissent bien ce nom, on parle là du géant outfielder qui a joué dans plusieurs équipes, qui a notamment été clutch pour les Blue Jays en 1992, il leur a permis de remporter le titre avec son coup sûr clutch. Il a été 12 fois All-Star, il a été 7 fois Gold Glove, il a été 6 fois Silver Slugger. Les Padres par exemple ont retiré son maillot. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui ? Bon, bien sûr, il a été donc champion en 1992 avec les Blue Jays. Il a passé le plus clair de son temps entre les Padres et les Yankees. Il a aussi joué pour les Angels, il a aussi joué donc pour les Twins, ce qui est quelque part un retour un peu chez lui, lui qui est natif de Saint-Paul, si je me rappelle bien, donc c'est un pur produit du Minnesota. Donc voilà, beaucoup de awards, au niveau même personnalité, il a aussi remporté le Roberto Clemente Award, donc qui montre aussi son côté social, ses activités, son activisme social. Voilà, donc j'ai pas envie de vous donner trop de stats sur sa partie MLB qui est impressionnante. Il a donc été introduit au Hall of Fame en 2001 et il faut le savoir, comme je l'ai dit, il vient du Minnesota, Saint-Paul, et il avait décidé de suivre sa carrière de baseball au niveau universitaire à Minnesota justement. Minnesota qui est une des rares équipes du nord des États-Unis à avoir une véritable histoire, une histoire on va dire pas complètement pleine de succès, mais avec quelques succès au College World Series. Et il a joué notamment chez eux dès 1969. Il faut le savoir, l'année en fait où il va être MOP, Minnesota fait vraiment une saison incroyable et on pense qu'ils vont tout simplement remporter carrément les College World Series, avec notamment Dave Winfield qui est déjà une star dans cette université, puisque non seulement c'est une star du college baseball, et donc des Minnesota Gophers en termes de baseball, là où il est pitcher starter, c'est à noter, il faut bien savoir quel type de joueur c'était avant d'arriver au niveau professionnel. Et également, c'était une des stars de l'équipe de basket de Minnesota. Avec l'équipe de basket de Minnesota, il va notamment remporter la Big Ten en 1972. Et ça, c'était la première fois que l'école en fait, de Minnesota a remporté un titre en 53 ans, un titre de conférence. Donc la fameuse année où il fait une grosse saison universitaire au niveau baseball qui lui donne le titre de MOP, c'est la saison 72-73, on va dire plutôt même 73 vu qu'on parle de
euh, de saison baseball, donc ça commence au printemps. Là-bas, en fait, il va avoir une très belle saison en tant que pitcher et surtout, il va donc, comme je l'ai dit, être MOP, malgré le fait qu'au final, euh, ils ne vont pas remporter les College World Series de 1973. Ils vont notamment se heurter à une équipe incroyable qui était sur 3 titres d'affilée déjà au début des années 70 et qui va donc rafler un 4e titre, c'est USC. Et donc Winfield va ensuite faire encore plus l'histoire puisque il va être drafté en fait dans différents sports majeurs. Il va être drafté déjà au niveau du baseball. Il va être drafté au niveau du basket. Donc au baseball c'est les Padres qui vont le drafter. Euh, Au basket, alors si je dis pas de bêtises, c'est les Hawks d'Atlanta qui vont le drafter. Et également, à savoir, en fait, à l'époque, il y avait la NBA, il y avait également la ABA, pour ceux qui connaissent un peu le basket américain. Et donc, il va être non seulement drafté en NBA, donc du côté des Hawks, mais il va être aussi drafté en ABA du côté des Utah Stars. Il faut le savoir aussi, c'est qu'il a été drafté au football par les Vikings de Minnesota, alors que il a jamais joué collège football. Hein. Il a été une star au niveau collège basket et au niveau collège baseball, mais pas au niveau collège football. Donc voilà, je pense que dans l'histoire, il n'y a que 4 autres joueurs qui ont eu pareil pédigré en fait en termes de draft. Je pourrais pas vous donner les noms, je vais pas vous mentir, mais je sais que voilà, il fait partie d'un contingent assez réduit et restreint et c'est bien normal. Donc voilà, à part Dave Winfield, on n'a pas d'autres joueurs qui a été MOP au niveau college baseball qu'on a retrouvé au Hall of Fame. Par contre, on a des joueurs qui sont référencés, qui ont été plusieurs fois All-Star. Je pense par exemple à Salbando, dont je vous ai parlé rapidement la dernière fois, lors du dernier podcast. Mais voilà, les MOP qui ont réussi à faire des carrières de stars en MLB ne sont pas légion. Il y en a un que vous connaissez particulièrement, puisqu'il est de notre époque, c'est Dansby Swanson. Mais voilà, il y a également le manager Phil Nevin par exemple, on a Terry Francona, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, qui a été voilà, un manager réputé, à défaut d'être un joueur réputé en MLB, mais ça a été un MOP au niveau college baseball. Donc voilà, c'est pour rappeler encore une fois, je le fais à chaque fois, ce n'est pas parce que vous faites une carrière ou une fulgurance incroyable au niveau baseball universitaire que vous allez forcément réussir au niveau professionnel en MLB. Mais en tout cas, les MOP, il y en a de différentes sortes, de différentes manières. Il y a des MOP qui vont quelque part récompenser toute une équipe qui aura dominé, qui aura été championne. Il y a des MOP qui vont avoir des performances tellement exceptionnelles que malgré la défaite, on va les élire comme MOP. Et donc, au fur et à mesure du temps, on s'est retrouvé avec plus de 70 MOP à travers l'histoire. Je vous en ai cité quelques-uns. Récemment, parmi les joueurs qu'on connaît nous, hein, donc comme j'ai dit, à Dansby Swanson, il y a Josh Sborz, le pitcher, hein, qui a d'ailleurs remporté les World Series MLB avec les Rangers de Texas, Adley Rutschman, bien sûr, du côté des Orioles, et donc on attendra ce que va pouvoir faire Paul Skeens, hein, le plus récent MOP, puisqu'il a été MOP cette saison. Et voilà, c'était un petit sujet que je voulais aborder avec vous pour cette fin d'année, une sorte de rétrospective sur les MOP à travers l'histoire, à travers quelques exemples. On va faire une petite transition musicale et ensuite on va parler d'un sujet plus baseball et culture générale. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, et pour clôturer cette année 2023, j'ai envie de vous faire voyager un peu dans le temps, et puis parler d'une sorte de what if, hein, comme il en existe beaucoup et beaucoup dans l'histoire américaine, notamment dans l'histoire associée de près ou de loin à l'histoire du baseball aux États-Unis. Si je vous évoque le nom de Romare Bearden, je suis pas sûr que ça vous dise quelque chose. C'est un... Comment je peux dire ça? C'est une sorte d'artiste un peu touche-à-tout américain de la première partie du XXe siècle, qui a notamment été un peintre reconnu. Il a également touché à la musique, il a fait donc pas mal de choses au niveau artistique. Et si je vous conseille fortement d'aller voir sa biographie, moi j'ai envie de me focaliser sur un
pan en fait de sa vie et quelque part le what if dont je voulais parler. Alors, ce monsieur est né en 1911 et il est né à Charlotte. Charlotte, hein, Caroline du Nord, donc plutôt dans le sud, et comme vous pouvez le savoir, à cette époque-là, dans le sud, bon, déjà de manière générale aux États-Unis, mais surtout dans le sud, on le sait, il y a la ségrégation. C'est bien plus important dans le sud d'ailleurs hein, que dans le nord où on a très vite accepté la place de l'homme noir en fait tout simplement dans la société. On voit notamment pas mal de personnalités africaines-américaines qui ont une influence et exercent une influence, hein, que ce soit dans le nord et nord-est, même dans le Midwest, à l'ouest. Par contre, pour le sud, c'est bien plus compliqué. Il va donc en fait faire partie de cette fameuse grande migration. La grande migration, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une période de 50 ou 60 ans dans laquelle on a vu des millions et des millions d'Africains-Américains migrer d'un sud donc ségrégationniste et ségrégationné vers le nord et différentes directions dans le nord, tout simplement. Très vite en fait, et de par l'éducation et surtout au-delà de l'éducation, parce qu'il n'a pas trop été éduqué directement par ses parents, mais l'influence de ses parents, il va se retrouver proche de l'art, de toutes les formes d'art. Son père a été notamment pianiste, sa mère a travaillé pour différents journaux, notamment africains-américains, et il va en fait, bien malgré lui, faire partie de ce qu'on appelle la Renaissance d'Harlem. Il va grandir, il va devenir un étudiant émérite, il va faire des bonnes choses, il va intégrer notamment la Lincoln University, hein, donc c'est une des premières ou une des plus vieilles universités américaines, enfin africaines-américaines, pardon. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a ce qu'on appelle les HBCU, donc les Historically Black College and University aux États-Unis. Et donc cette Lincoln University avait été fondée en 1854. Tout va bien se passer au niveau donc art. Il va non seulement combiner des études d'art, mais également de mathématiques. Mais surtout, et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est un sportif émérite. Il va notamment montrer de belles choses lorsqu'il va transférer du côté de l'université de Boston au niveau du sport, que ce soit au niveau du baseball, mais également au niveau du football. À Boston, il sera le fullback en fait titulaire, hein, donc le running back qui est plus souvent là pour bloquer que vraiment pour courir, contrairement au halfback, surtout ce qu'on voit nous à notre époque moderne, mais voilà, il était fullback titulaire du côté de Boston University, et puis il va également devenir un pitcher émérite là-bas. Grâce à ses qualités de pitching, il va notamment récupérer, enfin se voir décerner en fait un certificat, voilà, un certificat un peu de mérite hein, sur ce qu'il a montré. Et en même temps qu'il est dans cette université, il va jouer en semi-pro pour les Boston Tigers. Les Boston Tigers, en fait, c'est une équipe africaine-américaine, une équipe noire hein, qui a été érigée dans la banlieue, enfin dans la zone de Boston, hein, la banlieue de Roxbury pour être exact. Et il va notamment pouvoir jouer en fait face à des figures emblématiques du baseball, notamment africain-américain. Il va lancer par exemple face à Satchel Paige quand il va jouer pendant un moment pour les Pittsburgh Crawford pendant un été. Il va également jouer face aux fameux Kansas City Monarchs, qui sont la grosse équipe. Quand on parle des Negro Leagues, on parle souvent des Kansas City Monarchs, hein, qui ont vu pas mal de joueurs iconiques y jouer. Et surtout, il faut le savoir, c'est qu'il a des origines diverses, il a un teint clair, et pourquoi je vous donne tous ces détails, c'est pour l'histoire qui va suivre. Il va jouer face aux Philadelphia Athletics. Donc face à ces derniers, il va être impressionnant. Et un certain Connie Mack hein, un propriétaire connu et reconnu dans cette période-là hein, au niveau du baseball américain, va lui proposer en fait une place dans son équipe des Athletics, hein, lui proposer un contrat.
Et en ce faisant, on est à peine dans les années 30, hein, donc ce faisant, il pourrait en fait devenir le premier joueur noir à évoluer en fait dans les ligues majeures, hein, tout simplement, puisque l'histoire que je vous raconte a lieu dans les années 30, c'est-à-dire une dizaine d'années avant que Jackie Robinson soit récupéré par les Dodgers et donc devienne le premier Africain-Américain à jouer dans les ligues majeures. Maintenant, je pense que vous connaissez l'histoire, vous savez que Jackie Robinson a été le premier justement à jouer dans les ligues majeures, et donc du coup, que s'est-il passé? Pourquoi on n'a pas retrouvé donc Bearden jouer pour les Athletics de Philadelphie et de Connie Mack? Bien, en fait, de ce que moi j'ai lu, en fait, il y a plusieurs sources qui se un peu contredisent. Il y a d'un côté le fait que Connie Mack aurait cru que Bearden était blanc, hein, du fait, comme j'ai dit, son teint était très clair. Et il y a une autre source, ou enfin d'autres sources qui expliquent que Bearden avait pour condition, pour pouvoir intégrer les ligues majeures et donc les Philadelphia Athletics, il aurait dû se faire passer pour un blanc, tout simplement. Toujours est-il qu'il refusa en tout cas d'intégrer l'effectif des A's et donc de signer un contrat, et il privilégia sa carrière artistique, lui qui pensait également devenir pourquoi pas un docteur. Bearden, et là vous pouvez aller voir, hein, il y a pas mal d'informations sur lui, ça a été un grand artiste, hein, un grand artiste aussi avec une vision assez activiste. Il a toujours voulu se poser des questions, il a d'ailleurs lancé un mouvement avec d'autres de ses pairs sur la place des Africains-Américains qui sont des artistes dans les mouvements des droits civiques. Donc voilà, j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails pour vous surcharger en informations. C'était juste une petite anecdote un peu plus historique avec un what if quand même incroyable, puisque on est passé entre guillemets dans l'histoire à quelque chose d'assez proche pour que Bearden soit le premier joueur africain-américain à jouer dans les ligues majeures, une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années avant que Jackie Robinson ne casse la barrière de couleur en MLB. J'espère que ce mini-sujet vous a plu, hein. Donc là, c'est un épisode assez court, voire très court. Peut-être c'est même l'épisode le plus court, hein, que j'ai eu à faire depuis que j'ai lancé ce podcast. Voilà, c'est une petite parenthèse pour conclure cette année 2023. Encore une fois, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui suivent ce podcast depuis le début. Ça fait extrêmement plaisir. Je vois des messages popper de temps à autre pour me dire que vous êtes plutôt content ou satisfait de ce que vous entendez sur ce podcast. J'espère qu'il en sera de même pour l'année 2024 qui arrive devant nous. Encore une fois, je le répète, il y a une vidéo, faut que j'arrive à faire ce sacré montage. En fait, pour être transparent avec vous, je suis en train de chercher des images d'assez bonne qualité pour pouvoir l'intégrer en termes de montage à cette vidéo, que ce soit des images en termes de vidéo, hein, ou des images photos. Donc c'est là où j'en suis, et après cette recherche, il faudra encore faire le véritable montage, hein. Donc il y a encore pas mal de travail là-dessus, mais j'espère pouvoir petit à petit régler tout ça pour vous sortir cette vidéo mastodonte d'une heure presque 30. Et j'ai pas envie de vous retenir plus que ça. Encore une fois, bonne fête de fin d'année, une bonne année 2024 en avance, et restez connectés, il y aura toujours plus de Homera si le destin le permet en 2024. Allez, ciao. Pretty well hit to center field.